Salut à tous et bienvenue dans cette petite émission de trêve internationale où on va parler d'un ancien grand joueur français, d'un ancien grand joueur marseillais, tout frais ancien, puisque c'est Franck Ribéry. On va le faire à travers ce livre qui s'appelle Franck, autoportrait imaginaire, paru aux éditions Marabout. Et pour parler de ce livre, on a la chance de recevoir son auteur, Gilles Juan. Bonjour Gilles. Bonjour. Ça va ? Ouais, très bien. Et quoi de mieux pour comprendre un petit peu ce livre très spécial que de commencer par un petit passage. Est-ce que tu peux nous lire ce petit passage que j'ai sélectionné donc à partir de l'accélération ? Avec grand plaisir. L'accélération à partir de Metz, c'est intense. Enchaînement d'instants décisifs. Il n'y avait plus aucun cours des choses, rien que de l'exceptionnel. Élu meilleur joueur du mois d'août en championnat. Objet de la curiosité des journalistes. Taquiné par d'autres clubs dès septembre. Il y avait tout juste la rentrée des classes et des médias que j'étais sur une autre planète. À la fin de l'été, Metz jouait à Marseille au Vélodrome. J'ai fait un match d'anthologie. Des courses et des courses. Dribble, percussion, coup de pied arrêté. J'ai fini le match par terre, épuisé. Les collègues m'ont demandé si je voulais de l'aide pour me porter au vestiaire. Mais ça allait. Si on avait perdu, je dis pas, mais quand t'as gagné, tu as une rengaine d'énergie. Des analystes ont compté, j'ai couru plus de 13 km, dont 200 sprints. Tu me croiras ou pas, le stade m'a applaudi à la fin du match. Les supporters de l'OM ont célébré un adversaire, oui madame. J'avais abordé ce match pas comme un autre, tu t'en doutes. Stade le plus chaud de France. Club historique avec des champions du monde. Lizarazu au marquage sur moi, Barthez dans les cages. J'avais ma place dans la même télé qu'eux. Mon métier, c'était plus seulement de jouer au foot. C'était de jouer au foot à la télé. Ça change beaucoup de choses. Le métier est plus vrai que jamais. Plus vrai que sans la télé. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est un passage qui rappellera des souvenirs aux supporters marseillais qui étaient présents à l'époque. Pour les Yacine qui voudront dire que c'est la photo qu'on a prise pour illustrer ne fait pas partie de ce match-là. On a simplement pris cette photo parce que il y a deux anciens Marseillais, donc Ronald Zubar et Franck Ribéry. On sait qu'elle date d'un Metz-Caen et qu'elle ne date pas de ce OMS, mais cet OMS avait marqué les esprits. Et donc, on va parler de ce livre. Donc, ce livre, il est très spécial parce que c'est un autoportrait imaginaire. Alors, explique-nous un peu le concept parce que c'est pas une biographie, c'est pas Franck Ribéry qui parle, mais c'est comme si c'était Franck Ribéry qui parlait. Absolument. Alors, le concept, je peux raconter la genèse peut-être du projet. Au départ, j'aurais voulu travailler avec Franck Ribéry. J'ai essayé de le contacter par divers canaux pour voir si ça l'intéressait pas de faire une biographie qui soit presque une contre-attaque ou un droit de réponse. Toutes les attaques dont il a fait l'objet. On m'a dit de sources sûres, en tout cas de sources fiables, que ça ne l'intéressait pas. Du temps a passé, j'ai d'abord pensé à renoncer au projet d'écrire sur ou avec Franck Ribéry, et puis je m'étais quand même beaucoup intéressé au personnage, et puis j'ai continué à réfléchir, et puis en fait j'aime ce personnage, et j'ai testé, je me suis dit, et si je parlais à sa place, si j'essayais moi, à la première personne, de raconter les choses comme peut-être Ribéry les a vécues, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et quand j'ai eu un chapitre, un nombre de pages assez consistant, j'ai écrit un projet, j'ai sollicité un éditeur avec qui j'avais déjà travaillé, et je lui ai envoyé, et je lui ai dit, voilà, je travaille sur ça, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça fonctionne ? Et ben oui, l'éditeur, donc Benoît Bontou, chez Marabout, me dit, il y a une musique, ça marche, on va le faire. Donc voilà, beaucoup de chance, et une belle opportunité, et un plaisir de parler à sa place. Le concept est donc devenu un autoportrait imaginaire, donc pas une enquête, pas un travail journalistique de décryptage de sa vraie vie, mais l'exploitation d'un personnage que moi je trouve être un mythe populaire, et un exercice de style, de me mettre dans sa peau, de penser à sa place, de réfléchir à comment il a vécu les choses, pas tellement dans un exercice de vérité, mais plutôt dans un exercice littéraire. Ça faisait longtemps que je voulais faire de la littérature avec du football, et quel meilleur porte-parole que Franck Ribéry qui incarne à tout un tas de titres, à mon avis, le footballeur par excellence. Oui, c'est vrai que c'est un exercice littéraire. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu bizarre. On commence à lire et puis on commence à se... Moi, les premiers un peu trucs, je me dis, ah non, Franck Ribéry, il pourrait pas dire ça. Non, à mon avis, il parlerait pas comme ça. Et puis en fait, petit à petit, on rentre dans le truc, on prend beaucoup de plaisir à lire ça. C'est gentil. Et c'est
comment dire, c'est un peu une relecture d'une histoire presque commune qu'on a avec Ribéry, j'ai l'impression. Alors, plus que voilà, comme tu as dit, plus qu'un exercice purement journalistique ou quoi que ce soit, c'est la relecture d'une histoire populaire en fait. Absolument. J'ai volontairement sélectionné parmi tout ce qu'il était possible d'aborder, ce qui était médiatique, ce qui était déjà un peu connu dans la mémoire collective, pour travailler sur le contre-champ en fait, parce qu'on a beaucoup parlé pour Ribéry. D'une manière générale, on parle beaucoup pour les footballeurs ou à leur place, que ce soit sur la question de l'argent qu'ils gagnent ou de ce qu'ils ressentent ou pas en sélection ou de la religion et la fonction qu'elle a, enfin, tout un tas de sujets. Et on les entend peu. Les biographies, les interviews, c'est quand même souvent assez consensuel. C'est des exercices de com parfois très bien faits. Il y a d'excellentes biographies. Mais je trouve que ça ne rentre pas assez dans l'intimité de ce que sont les joueurs. Donc là, l'exercice était, oui, de travailler sur la personnalité, d'essayer d'entrer dans l'intimité de ce que pouvait être un joueur de foot à partir d'événements déjà médiatiques, déjà connus. Oui, il faut dire aussi que donc c'est fait... justement, tu parles beaucoup des moqueries qu'il a pu subir durant sa carrière, donc c'est vraiment, la démarche est à l'opposé de ça. Le truc, c'est que même, d'ailleurs, l'éditeur m'a envoyé avec un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un communiqué de presse, un petit communiqué de presse pour dire réhabiliter l'homme Ribéry. Il y a un peu de... Enfin, je sais pas si tu avais cette idée ou si c'est ton éditeur qui a lu ça dans ton travail. Alors, c'était pas tellement réhabiliter, c'était respecter le joueur. Je pense qu'il n'a pas été respecté. Et parce que réhabiliter, c'est peut-être ça que ça produit comme effet, et ça me dérange pas, mais j'espère ne pas avoir non plus trop lissé le personnage, et pour le réhabiliter, avoir voulu gommer des côtés obscurs. Je pense que c'est le footballeur et le football que je veux réhabiliter, parce que je veux donner une dignité littéraire au héros footballeur. En fait, c'est plus le footballeur. Mais en fait, tu vois, sur ce que tu dis, en fait, c'est la démarche d'autoportrait. Forcément, tu t'autocritiques moins toi, tu vois, si tu parles. Et alors, il revient sur certaines choses, trucs, mais il dit vas-y, mais ça, j'ai pas envie d'en parler, trucs, machin. Et c'est très bien fait, vraiment. Il y a des trucs où on attend tous le moment où tu vas parler de l'affaire Zaya, et donc et puis il dit non, je vais pas en parler. Et puis après, il y a 5-6 pages dessus finalement, donc tu dis bon, ok. Et comme quelqu'un qui te parle et qui te dit le jour où j'ai déconné, c'est bon, j'en parle pas. Et puis en fait, si t'en parles. En fait, il en parle. Et alors, il fallait le défi, c'était que ça ne sonne pas faux. Et donc, c'est quand même Ribéry dont on suppose qu'il ne sait pas s'exprimer, dont on suppose qu'il ne ferait pas un livre. Donc, il y a un truc sur le langage oral. Donc, en fait, le dispositif, je ne sais pas si ça s'est senti, d'ailleurs, merci de m'avoir proposé de lire un extrait, c'est celui d'une discussion, donc à l'oral. Et en même temps, il ne fallait pas non plus lâcher l'idée de littérature. Ça reste un livre qu'il faut avoir plaisir à lire quand même, donc il faut qu'il y ait de l'inventivité. Donc, l'enjeu, c'était que ça ne sonne pas faux et que ce soit quand même respectable comme objet littéraire. Et la réponse a été de prendre au sérieux la langue orale dans un français qui n'est pas toujours impeccable. D'ailleurs, c'est des jeux de langage. Au lieu de regain d'énergie, là, dans l'extrait que vous avez lu, tu dis une rengaine d'énergie parce que c'est une faute qu'on imagine Franck Ribéry faire. Exactement. Sans que ce soit méchant. Tu ne veux pas t'en moquer. Toi. Exactement. Donc, réhabiliter le footballeur, c'est écouter le footballeur dans la manière qu'il a de s'exprimer. Et c'était un exercice de dosage qui a été passionnant. Et je pense que le premier plaisir et le premier défi pour moi, c'était le langage. C'était plus que le scénario, c'était le langage. Et après, alors à titre personnel, il y a des amis qui pourront témoigner du fait qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais relu des extraits, des recueils de Guy Tallezé et Tom Wolfe, qui sont donc les inventeurs un peu du nouveau journalisme, comme on les appelle, machin. Et je me plaignais, et je pense que c'est Guy Tallezé qui fait le portrait de Frank Sinatra. Et je me disais, putain, pourquoi nous, dans le journalisme sportif, on fait pas ça? Parce que dans le nouveau journalisme, donc il a passé du temps, il a été en soirée avec Frank Sinatra, donc il raconte comment les femmes regardent Frank Sinatra, cette ex-icône, mais qui est toujours un monstre sacré, mais maintenant Elvis, tout ça est passé. Il raconte comment il pose son verre, comment il veut qu'on le traite, machin. Et il y a une ambition littéraire. Et je trouve que le football, en tant qu'objet si médiatique, se prête magnifiquement à ce genre de création, mais on ne le fait pas. Alors voilà, j'allais dire, il s'y prête magnifiquement, mais on ne le fait pas. En écrivant et en lisant sur le football, mais pardon, je t'ai peut-être coupé. Non, mais vas-y. Il m'a semblé qu'il y avait deux façons dominantes d'en parler. Soit en intellectualisant, donc il y a la légitimité d'en parler avec un recul, soit sur la tactique, soit sur les enjeux politiques, soit avec dérision.
On prend ça au sérieux, mais on sait que c'est pas si important. Donc il y a un peu d'humour. Et en fait, le pur premier degré de l'écoute, du plaisir de marquer un but, de la passion de l'enjeu, etc., c'est pas tellement traité. Et la littérature, moi j'ai voulu en faire avec, sans ironie. Il y a un peu de second degré avec les jeux de langage, etc., mais pas pour me moquer de lui. Je crois pas que ce soit narquois, je crois pas que ce soit... Non, mais et puis comme tu dis, un personnage. Et c'est ça, moi, ce que je lis quand je lis le portrait de Frank Sinatra, je lis un personnage et ça m'intéresse. Et en plus de ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a généralement en France dans le journalisme, c'est qu'on est, par exemple, le journalisme politique, on est très intéressé sur les personnages. Et ben, fais-nous des trucs littéraires sur les personnages, plutôt que... Enfin, la politique, c'est peut-être un mauvais exemple. Mais comme tu dis, je pense que ce qui est intéressant, et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais on te connaît aussi parce que tu fais partie du collectif des managers, ou je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, en tout cas. Oui, des cahiers du football. Et du coup, en étant au cahier du football, j'ai pu avoir la chance d'écrire avec Raphaël Cosmidis et Julien Maumont. Voilà. Et... je ne suis pas l'expert qu'il est. Totalitaire, absolument. Mais voilà, c'est lui qui m'a remplacé dans les livres d'après. Nous, c'est la même équipe. On est très amis, mais ils sont. Il a mis une touche bulgare. Il a mis une touche d'humour aussi. Ouais, très subtil. Et donc, voilà, tu connais aussi cette mamelle tactique, on va dire, qui, je pense, est aussi intéressante. Mais là, ce que tu as fait, c'est, franchement, moi, je tiens à te féliciter parce que vraiment, je regrettais, je pense que c'est courageux de le faire. Je sais pas si j'aurais eu le courage d'aller au bout parce que je me serais peut-être dit, j'aurais peut-être pu me lancer dans un truc comme ça. Et puis après un ou deux chapitres, dire non, mais ça marche pas, ça va pas. J'aurais peut-être lâché l'affaire. Donc, franchement, félicitations parce que ça tient. Ça, c'est vraiment, une fois qu'on rentre dedans, on peut lire ça se lit super facilement et on a envie de lire et on sourit, mais on sourit avec lui, pas contre lui et tout. Et donc vraiment félicitations pour ça. Ça me fait très plaisir, vraiment ça me touche beaucoup. Je tiens quand même à repréciser que j'ai eu l'éditeur avant de terminer et je sais pas si j'aurais eu le courage de le finir si j'avais pas eu l'éditeur avant de terminer. Donc je vois ce que tu veux dire, mais là d'être encouragé par quelqu'un qui m'a dit ok ça fonctionne, ça m'a mis du baume au cœur. Je l'aurais peut-être fait, sinon peut-être sur les cahiers du foot, j'aurais publié chapitre par chapitre, mais je me serais moins appliqué, j'aurais moins cru. Donc l'audace, c'est l'éditeur qui m'a mis en confiance aussi. En tout cas, on va continuer à en parler un petit peu, mais n'hésitez pas à essayer ce livre. C'est un peu déroutant au début, vraiment, c'est un truc déroutant, mais je pense qu'on peut, c'est vraiment, enfin, je sais pas comment, enfin, déjà, on prend du plaisir au fur et à mesure, et qu'en plus de ça, c'est inspirant. C'est bien pour moi professionnellement, je trouve que c'est inspirant vraiment qu'il y ait des gens qui fassent ça, comme je trouve que c'est inspirant que Coparena existe, qu'il y ait plein d'autres... La culture, elle vient largement de Coparena. Voilà, et puis qu'il y ait plein d'autres trucs, mais qu'enfin on est... Il y a eu d'autres tentatives, tout ça, mais qu'on ait une volonté un peu littéraire, grand public, on va dire, sur un truc foot, c'est vraiment à souligner. Mais je vais arrêter de te dire que du bien. Vraiment, je pense que c'est bien, je pense qu'il y a des défauts, qu'il y a des qualités, mais en tout cas, ça vaut la peine. Et parlons un petit peu de pourquoi tu as choisi Ribéry. Pourquoi tu choisis? Est-ce que c'est un joueur... quel est ton rapport à Ribéry? Alors, il y a les raisons d'abord très subjectives. J'adorais ce joueur. Depuis Papin Waddle, moi je suis supporter de l'OM. Donc voilà, il est venu à Marseille. J'étais heureux et enthousiaste en le voyant jouer. La Coupe du Monde 2006 est peut-être celle que j'ai vécue avec le plus de passion. J'adorais ce joueur et je me rappelle vraiment, j'ai un an de plus que Ribéry. Et je me rappelle vraiment m'être dit en 2006, purée, il est plus jeune que moi. C'est le coup de vieux aussi, Ribéry. Donc, c'est pas que j'ai cru que je serais pro un jour, mais même si c'est pas rationnel, le rêve il continue d'exister quand on aime le foot et qu'on aime jouer. Et là, c'était fini, quoi. Voilà, c'est la fin d'un truc. Et je me suis vraiment passionné pour l'histoire de ce mec qui explose en un an et qui se retrouve à la Coupe du Monde. J'ai aimé le regarder jouer. Bon, là, ça, c'est les raisons personnelles. Le fait d'avoir un peu le même âge, il y a aussi des points communs culturels qui me permettaient de travailler sur des références communes dans l'enfance, etc. Et puis, il y a les raisons qui sont plus objectives. La vie de l'homme est romanesque.
C'est pas le cas normal, hein. Il est pas resté en centre de formation, il a dû passer par des petits clubs, retourner bosser avec son père, enfin l'abnégation qu'il a mise pour y arriver, etc. Bon, il y a cet aspect-là. Il y a le côté joueur qui passe pas par, enfin qui est dans un centre de formation, qui se fait virer, qui doit sortir de là, qui doit se retrouver, qui en 2 ans se retrouve à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est romanesque. Qu'on aime le foot ou pas, je crois pas avoir écrit le livre pour des gens qui aiment le foot. J'ai aussi beaucoup pensé à des gens qui ne le connaissent pas, le football. Et puis après, il y a tous les sujets politiques, les sujets de société. Ribéry coche toutes les cases de ce qui a fait débat. C'est les années ministère de l'identité nationale, avec cette espèce de pression sur le français qu'il faut être, chose qui me posait problème. Il y a la gueule qui est la sienne, le niveau de langage qui est le sien, les moqueries dont il a fait l'objet, le délit de sa gueule, le mépris de classe dont il a fait l'objet, de mon point de vue. Il y a les affaires de mœurs. Zaya, il y a l'affaire scandaleuse du bus en Afrique du Sud, il y a le fait qu'il soit musulman, il y a tout ce qui fait débat, tout ce dont la France se méfie un petit peu. Ribéry l'a abordé par sa vie. Et on a été un peu le symbole, alors qu'ils n'en demandaient absolument pas. Il est passé, même le fait d'être ch'ti, il y a un rapport ambigu, un peu de condescendance ou un peu d'affection, on ne sait pas trop. Et il a été le joueur adoré, puis détesté, sans qu'il ait cherché, je crois, à être ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est quelqu'un qui... Il y a le côté, tu fais dire à sa femme qu'il lui dit, avant, à la Coupe du Monde 2006, j'étais ch'ti, et à la Coupe du Monde 2010, je suis devenu musulman. Quoi. Oui, parce qu'il était déjà musulman en 2006. Et qu'on avait... ce dont on se fichait, en fait. Mais c'était très bizarre. Moi, je me souviens... on en parlait un petit peu avant de lancer l'enregistrement. Moi, j'ai un peu un rapport particulier à l'équipe de France parce que je suis un grand fan de foot et qu'au moment où il y a des grandes compétitions internationales, je vois des gens qui détestent le foot toute l'année me faire des leçons sur comment ça doit être ça, comment ça doit être aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu faux avec la manière dont on supporte l'équipe de France. Après... c'est parce que je suis français que je suis fan de foot, donc j'ai ce truc, je pense que tout le monde peut avoir ce genre de choses. Même, je suis français d'origine algérienne, mon oncle, il regarde pas le foot tout le temps, mais j'ai vécu une CAN avec lui, d'un seul coup, c'est le plus grand fan, il connaît tout, et on était en 2012 ou 2013, et il parlait de l'équipe de 82, et que c'était une vraie équipe de foot, pas comme maintenant, tout ça. Mais il y a quelque chose chez Ribéry qui est un peu embêtant parce que, comme tu dis, c'était une cible facile et en même temps, il a été au centre de tout ce qui me déplaît dans l'équipe de France. C'est-à-dire que tu disais aussi, par rapport à 98, dans notre discussion, tu disais comme si pour être fier d'être fan de l'équipe de France, il fallait que ce soit l'équipe qui gagne, quoi. Et là, elle gagne plus et en plus, elle fait n'importe quoi. Donc on trouve des cibles, quand elle gagne mal, la main de Henry, etc. Il y a eu le pays en a voulu à son équipe nationale de pas la rendre fière. Et Ribéry a cristallisé pas mal de ses critiques. Parce que c'était aussi... Parce que c'est vrai qu'on oublie aussi le joueur énorme que ça a été. Quoi. Dans l'ombre de Ronaldo, Messi, il était là avec 3-4 autres, mais c'était vraiment l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Il aurait sans doute dû avoir un ballon d'or. Il le méritait en 2013. Je pense que là, pour le coup, c'est pas polémiqué de dire ça. Il me semble que les observateurs le disent. Il y a aussi, je crois... le championnat allemand qui est déjà mis à l'écart un petit peu, qui est déconsidéré en France en plus. Donc je pense qu'il aurait eu la carrière équivalente en Angleterre ou en Espagne. Il aurait été plus médiatique. Le Bayern de Munich, c'est le club qui gagne toujours en Allemagne, dans un championnat qu'on trouve étrange. En plus, ça l'a pas servi, je pense. Mais il y a ce truc aussi, justement, son rapport au public français qui donc et on passe de l'amour fou, Tifranc, tout ça, la Coupe du Monde 2006, c'est extraordinaire, à d'un seul coup ce gars qui est la raison de toutes les choses qui vont mal, qui se comporte aussi mal sur certains points. Il a ses défauts. Il a ses défauts. Il a aussi footballistiquement, il a aussi ses trucs où il veut être mis dans les meilleures conditions en équipe de France. Machin. Bon, c'est difficile de lui donner tort quand on connaît le coach qu'il y avait à l'époque, mais ce truc, d'un seul coup, tu passes
l'amour éternel à la haine éternelle, Ouais. c'est dingue, et c'est vrai que ça représente quelque chose de notre rapport au foot et de Absolument. notre rapport à l'équipe de France aussi. Absolument. Ouais, il faut croire que les deux émotions sont proches pour passer Mm. aussi brutalement de l'une à l'autre. Euh, oui, il a eu cette image un peu de diva aussi. Ouais, ça a été difficile. Je pense que le plus remarquable dans ce que j'ai essayé quand même de regarder, c'est quand même les sketchs sur son langage, qui ont vraiment été le lieu sur lequel se sont focalisées toutes les critiques. C'est que en plus, on pouvait dénigrer le football en général avec ça. Et donc l'équipe de France qui n'est pas à la hauteur, et puis les footballeurs de toute façon c'est des abrutis, et puis tout ça a fait système. Si l'équipe avait gagné, Et il puis, n'aurait plus été question de tout ça. ce qu'on retrouve aussi dans ton livre, c'est qu'il n'a pas forcément les armes émotionnelles pour se défendre de ce genre de choses par rapport à là où il vient. Il a déjà dû galérer, donc il a dû se construire un certain caractère. Et quand il arrive et qu'il est moqué de tout le monde, peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais des conseillers en com qui te diraient bah écoute, fais ça comme ça, ça va aplanir le truc. Et lui, il a pas ça, il y arrive pas, et il se braque, et ça fait pire en fait. Oui, c'est l'épisode téléfoot qui dans la mémoire collective, je pense, concentre tous ces aspects. Il ne sait pas s'exprimer et en même temps il est très sincère, très émotif et il y va quand même. Une des questions que je me suis posée en écrivant, c'est à quel point il avait conscience de pas bien s'exprimer, à quel point il avait conscience qu'on se moquait de lui, parce qu'en fait il y va volontiers, en fait, alors qu'on pourrait penser, parce qu'on rappelle pour ceux qui ne se souviennent pas de cet épisode, donc c'est au lendemain de France-Mexique, il me semble, le deuxième. C'est le matin de la grève. Le matin de la grève, donc c'est Franck juste avant Ribéry le troisième match. Débarque en tongs sur le plateau de Téléfoot pour dire, pour parler un peu de son mal-être, du fait qu'il n'ait pas une haine démesurée contre Gourcuff, machin. Et ce qui aurait été, si en 2006 il avait fait ça, c'était Franck, il est trop marrant, il débarque en tongs, regardez, il s'en fout des codes sociaux, machin. Et là, c'est putain, le Lascar Ribéry qui débarque avec, il sait même pas bien s'habiller, au moins il a le respect de mettre des chaussures pour venir sur le plateau, quoi. C'est ça. Tout à coup, il y a une injonction à devoir faire tout un tas de choses. J'ai vraiment réécouté ce passage et rétroactivement, je le trouve très émouvant. Je l'ai quasiment laissé tel quel dans le livre, en fait, un peu par provocation. Je crois que ça se voit pas trop. Parce qu'il y a une émotion, un premier degré et un sentiment d'injustice vraiment très fort qui ne devrait pas appeler la moquerie. C'est tellement authentique que moi je trouve que ça force un peu le respect presque. En tout cas, je trouve que ça émeut, ce passage. Mais il y avait un tel climat autour de cette équipe de Domenech, une telle attente, une telle envie que cette équipe ne marche pas, que toutes les occasions de dénigrer les cadres et l'équipe ont été saisies. Et bon, c'est vrai qu'il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû y aller. C'est un type authentique qui n'a pas pu se retenir, quoi. Ça ferait trop. Donc voilà, le côté romanesque, on en a beaucoup parlé. On va un peu parler aussi du joueur. J'avais prévu de lire ce passage, mais si tu veux. Non, vas-y, je t'en prie, c'est comme avec plaisir. Je l'ai trouvé très bien écrit et un peu. En fait, ça m'a rappelé les émotions que j'avais quand je voyais Ribéry au Vélodrome. Donc, je cite. Quand tu marques ou quand l'attaquant marque ou le défenseur ou peu importe, ils sont déjà debout. Celui qui déborde les a fait lever. Un neuf, un buteur au terme d'une action, il ne fait pas lever les foules. Il fait pas lever les foules. La joie du but, c'est du bonheur pur. C'est l'explosion, c'est super. Les gens aiment le club a marqué, ils sont contents. Par contre, quand tu débordes, quand tu enchaînes les crochets, quand tu repiques dans l'axe, que tu dribbles sans savoir précisément où tu vas avant d'y aller, que tu prends les espaces qui s'ouvrent l'un après l'autre, esquivant les jambes ennemies imprévisibles, vaguement aiguillées par la cage, quand tu portes le danger sur un plateau, tu sens les gens derrière toi. Ils veulent t'aider, ils veulent être avec toi, ils veulent être à ta place. Quand tu débordes, le stade est vivant. C'est un monstre à 100 000 yeux qui retient son souffle. Les gens se lèvent et ils transpirent. Ils crient pour te pousser. Quand tu débordes, tu excites le stade. J'en ai fait d'autres, des débordements qui m'ont causé les pressions de la foule. Mais au Vélodrome, je me sentais surpuissant. Les mecs chantent pour toi. Ils te poussent. Sincèrement, ils te poussent. Il y a un côté vraiment très... quand tu voyais Ribéry déborder,
tu disais, waouh, c'était. Et moi, je pensais, comme je disais à Ryan avant l'enregistrement, je lui disais, à la base, l'une de mes disaster opinions du foot, je me dis, Ribéry, ça va durer 2 ans, parce que tu peux pas durer comme ça. Dès qu'il va perdre un peu d'explosivité, ce mec-là, ça y est, sa carrière, elle est finie. C'est l'histoire de sa vie. Et quand il était dans des clubs en centre de formation, etc., non, ça durera pas, non, il est trop frêle, non. Et en fait, il n'a cessé de prouver que si. Et parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'une telle intensité qu'on se dit, bon, c'est comme une équipe entraînée par Bielsa, quoi. Elle ne va pas tenir toute une saison. Oui, mais il y avait un truc comme ça. Tu disais, ce mec-là, c'est forcément une comète. Et forcément, tu le voyais déborder. Tu disais, mais c'est pas possible. Et en plus, il y a aussi un moment, j'avais noté cette phrase que tu disais, que Ribéry disait, je crochetais comme un lapin pris au piège. Donc ça, c'est plutôt... et vraiment, moi, il me donnait cette impression. Il faisait des crochets comme un lapin pris au piège. Que ce truc du débordement, tu disais... Mais tu vas où? Et puis après, oh putain, il est passé. Et là, d'un seul coup, tout s'éclairait. Il n'y avait pas d'espace. C'était la Ligue 1 du milieu des années 2000. Il n'y avait pas d'espace. Paoletta, il finissait meilleur buteur avec 14 buts ou 16 buts. Une saison, je crois qu'il finit meilleur buteur avec 16 buts. Donc c'était vraiment fermé. Et puis, t'as ce mec qui arrive et qui déborde et qui court partout. Et c'était... footballistiquement, moi, je pensais que c'était un feu de paille qui allait s'éteindre. Et en fait, il va durer incroyablement parce qu'en fait, il était aussi intelligent sur le terrain. Absolument. Et parce qu'il a fait le bon choix de carrière de rester dans le même club aussi, où il a gagné en confiance, en maturité. C'est un peu l'inverse du footballeur qui est fidèle à son club de formation, puis après, il a une carrière plutôt de mercenaire. Lui, il a une formation de mercenaire, et puis finalement, fidèle à... Même si il t'en parle aussi dans le bouquin, à un moment, il a la tentation d'aller au Real Madrid pour retrouver Zinedine Zidane, enfin pour aller dans le club où Zinedine Zidane était puisqu'il n'est plus. Et heureusement qu'il reste finalement parce qu'il y a l'affaire Zaya. Et le Real Madrid ne veut pas de ce joueur plein de frasques et de press people à charge. Mais du coup, il reste. Et le Bayern continue de lui faire confiance. Et il a toujours témoigné beaucoup de gratitude. Moi, je me souviens que vous êtes vraiment épaté quand je le voyais vers 2013-2014 et que je le voyais au Bayern et je me disais, mais comment il fait quoi. Il était plus puissant que jamais. Les passes qu'il faisait, il trouvait des passes incroyables. Je me disais, mais je savais même pas qu'il avait ça en lui. Il marquait des buts. Au niveau de la finition, il mettait des volées, des trucs, des frappes, des volées, des balles piquées. Les balles piquées, c'est vrai que c'était un peu aussi un moment sa signature avec le Bayern. Et en fait, ce mec-là n'a pas cessé de progresser. Et en France, peut-être qu'on n'a pas suffisamment vu le monstre qu'il a été footballistiquement. Ouais, il l'aurait peut-être été aussi. Je sais pas, il s'est beaucoup blessé. Et en écrivant, j'ai pensé que ça l'avait desservi. Peut-être aussi que d'être souvent blessé, ça l'a... Paradoxalement, là c'est une hypothèse, je n'en sais rien, ça n'est pas fondé sur la science médicale, mais peut-être aussi que du coup, il s'est reposé. Et que du coup, quand il a eu des temps de jeu, il a gardé cette intensité, j'en sais rien. Il faudrait vraiment tester cette hypothèse auprès de médecins, etc. Mais c'est vrai qu'il a impressionné longtemps, tard, à un niveau d'intensité très fort qu'on ressent surtout au stade. Et ça, alors ça aussi, c'est... Oui, c'est vrai. Je sais pas si je peux en parler un petit peu, de revoir les matchs de Ribéry, les montages YouTube, etc., ça ne rend pas justice au joueur qu'il était. Parce qu'il n'a pas de gestes techniques particuliers, il n'a pas, comme tu dis, un crochet, une bonne passe. C'est pas non plus Iniesta qui fait la passe incroyable. Des fois, on a l'impression qu'il l'improvise. Moi, je me souviens vraiment, genre le ballon, il est là derrière et puis il fait un truc il y a comme une ça, jambe qui traîne, il a du compte favorable, mais en fait, il a des réflexes, il a envie. Quand j'étais petit, dans un club de foot, j'avais un entraîneur qui me disait le contre, c'est celui qu'il veut qu'il a. Le compte favorable. Et je crois que c'est vrai. Et Ribéry, il voulait le compte favorable. Donc il y a toujours une jambe qui traîne un peu. Zidane aussi avait un peu ça, ce truc où tu crois qu'il va tomber, puis en fait non, il met la semelle sur le ballon, puis il repart. Ce truc du joueur qui continue à vouloir avancer. Et ça, c'est pas tellement photogénique. Ça se prête pas si bien
Oui, c'est pas un joueur Modric, YouTube. c'est pas. Non, voilà, c'est pas, voilà, ou exactement. Benzema ou Exactement. C'est ou pas Benzema justement- non plus. C'est pas Ben Arfa non plus. Voilà. C'est pas le technicien, les montages de Ben Arfa à l'OGC Nice. T'as l'impression que c'est Ouais, la plus grande star du. Mais il y a une phrase que donc tu fais dire à Franck Ribéry dans le bouquin sur Zidane, qui était vraiment, je me suis dit, ah ouais, c'est marrant. Donc c'est Ribéry qui, dans l'idée, parlerait de Zidane et il dit donc Zidane, tu l'approches prudemment comme un bel animal dans la forêt que tu veux pas faire fuir. Et il y a un peu un côté comme ça, Zidane. Ouais. Même si c'est vrai que de temps en temps il y avait un peu la jambe qui traînait, il y avait un côté genre Une aura. le beau cerf qui Ouais, est là. bien sûr. Il faut faire attention, il faut le caresser tout doucement et tout. Et Ribéry lui jette une boule de neige dans la tête, quoi. Ouais. Il n'a pas tout compris, mais c'était aussi. Mais c'est la force du mec. Ouais, où justement il avait compris. Oui, il a compris ce qu'il faut être et ce qu'il faut faire. Et il semblerait que Jean Fernandez ait vu ça sur une VHS. Il ait vu cette qualité. Ne pas se poser de questions. Faut bien rappeler que c'est une qualité. Jean Fernandez aussi, donc j'avais noté parce que ça m'avait fait beaucoup rire, parce que Jean Fernandez, c'est le genre de mec, tous les supporters de l'OM qui ont vécu sa saison à la tête de l'OM, enfin il avait déjà eu un intérim un peu plus tôt, bien plus tôt, mais il y a un truc où t'as de l'attachement en plus, le pauvre a un accident, un épisode cardiaque à Marseille. Ouais. Et donc quand Jean Fernandez, avec sa tête de brioche, ses yeux qui calculent, sa voix qui s'applique, c'est ça en fait, c'est le truc. Tu vois vraiment la tête de brioche, les yeux qui calculent de Jean Fernandez. Et donc justement, parlons de l'épisode Ribéry à l'OM, parce que c'est bizarre, ça dure que 2 ans. Ouais. Au final, après les affaires Zaya, son histoire avec l'équipe de France, le Ballon d'Or, c'est presque... Alors, c'est pas oublié, personne n'a oublié qu'il est passé à l'OM. Oui, mais c'est une autre vie, t'as raison. Voilà, c'est une autre vie, voilà. Mais à l'époque, c'est énorme et ça devient un phénomène. Et je me souviens vraiment à ce moment-là, donc j'ai 20 ans, je suis sur des forums, des trucs, et puis on se plaint beaucoup de Ribéry. Je me souviens avant qu'il aille à la Coupe du Monde 2006, tous les supporters de l'OM veulent qu'il y aille. Et puis après, lorsqu'il y est, on lui passe une écharpe, il la met dans son short, tout ça, on dit oh putain, il veut déjà partir, machin. Il va vouloir partir, mais on a oublié que l'OM et Ribéry, ça a été un mariage. C'est un mariage incroyable en fait. Quand il arrive ici, il se passe un truc qui se passe rarement dans le foot. Hein. Oui, parce que je pense que c'est le genre de joueur que les supporters marseillais aiment voir sur le terrain. C'est le cliché de mouiller le maillot, mais c'est pas un cliché, c'est le fond de ce qui compte pour un supporter. Donc c'est pas. Et c'est ce que je crois faisait Ribéry. Je pense que c'est le souvenir qu'il a laissé de mettre de l'impact, mettre de la vitesse, faire lever les gens quand on déborde. Je suis très touché que tu aies choisi ce passage-là, c'est un de mes préférés. J'ai vraiment beaucoup aimé quand je l'ai lu, j'ai compris ce que tu voulais. Enfin, j'ai tout à fait compris, quoi. J'ai ressenti le truc. Et je crois que c'est un joueur qui a produit ça auprès des supporters marseillais. Alors il a mal géré le retour de la Coupe du Monde, son envie de partir à Lyon. Il perd 2 fois en finale de Coupe de France. En fait, selon l'angle d'attaque de l'histoire à Marseille, elle est soit tragique, soit formidable. Ouais, parce qu'on rappelle aussi, donc, pour les plus jeunes, cet épisode, donc, lors de la Coupe du Monde 2006, Jean-Michel Aulas est dans l'hôtel des Bleus. Et donc, et Franck Ribéry, qui continue à passer les étapes de manière fulgurante, se dit maintenant il faut que j'aille jouer la Ligue des Champions. À l'époque, Lyon est tout puissant et Franck Ribéry est interviewé au lendemain de la Coupe du Monde, lorsque c'est une star nationale, pour dire moi je veux aller jouer à Lyon dans un grand club avec des grands joueurs, ce qui passe très mal dans le vestiaire, auprès des supporters, auprès des supporters et auprès de Pape Diouf, qui va lui dire même si on doit te mettre en CFA, on te met en CFA et t'as un contrat, tu vas au bout. Et donc ça a mis une grosse tâche, quoi, sur le passage de Ribéry à l'OM. Oui, ça a mis une tâche qu'il a nettoyé quand même par le jeu, par le terrain. Ouais, on se souvient notamment de ce match au Parc des Princes qu'on va gagner 3-1. Et là, je me t'ai dit, à partir de ce moment-là, bon, ok, la tâche est un peu nettoyée, voilà. Il y avait ce truc. Je dis pas que tout est pardonné à ce moment-là, mais il aurait fallu la victoire en Coupe de France. Ouais. Pour que vraiment les supporters gardent avec Ribéry de la gratitude. Il aurait fallu qu'il fasse gagner ce match. Alors là, tout était pardonné, tout était oublié. Mais tu sais, je pense qu'il y a cette
ce rapport à Marseille, on se dit, on l'a aidé à grandir, on l'a aidé à grossir. Ok, il avait le talent, mais c'est grâce à nous parce que on est un club de Fada. Et lui, il était Fada, il est venu, et c'est grâce à nous qu'il devient ça. Et après, une fois qu'il est devenu ça, il faut qu'il assume et qu'il nous donne plus. Et en fait, il a juste continué à être bon, mais il nous a pas fait gagner de titre. Il a eu des déclarations malheureuses. Il y a un truc un petit peu. Quand il fait le tour du stade en tracteur, les gens l'aiment quand même. Oui, les gens adorent et ils sont restés touchés. Enfin, c'est un truc qui est resté dans la mémoire des gens. Mais par exemple, donc tu parles de la deuxième finale de Coupe de France, qui est un moment terrible, pour tous ceux qui ont subi ce truc. Et ça se termine au tir au but. Donc l'OM rencontre Sochaux. L'OM est bien meilleur que Sochaux, avait gagné 4-1 ou 4-2 quelques semaines plus tôt. Oui, c'est ça. C'était pas longtemps avant. Sochaux, en plus, voilà. Et l'OM est en pleine forme. Et Samir Nasri fait une passe. Je pense que même il fait peut-être 2 passes décisives. Cissé marque 2 buts. Et celui qu'on trouve. Mais finalement, ça se termine au tir au but. Et on attend que Franck Ribéry aille tirer le tir au but. Et il y va pas. Et alors, c'est la deuxième tâche sur son truc. On s'est dit, mais attends, t'es Franck Ribéry, t'as laissé tirer Ronald Zubar, quoi. Et ça c'est un des points obscurs de la biographie de Ribéry, le rapport qu'il avait au penalty. Il aimait pas. Il en a tiré quelques-uns, mais dans le bouquin, je lui fais dire qu'il les tirait que quand il avait un message sur son t-shirt sous son maillot, pour multiplier les chances de montrer son t-shirt, mais que sinon il n'aime pas ça, et je crois que c'est une pression qui était grande pour les épaules de Ribéry. Il ne l'avouera jamais, c'est une pure hypothèse de ma part, c'est peut-être complètement diffamatoire, mais effectivement, il a peu pris ses responsabilités à ce moment-là du jeu. Et peut-être aussi que c'est un courage de dire non, je me sens pas, je laisse ma place. Je ne sais pas si ça se faisait comme ça, mais je ne crois pas qu'il soit porté volontaire. Mais généralement, il y a lui et Habib Beye qui ne vont pas tirer, à qui c'est reproché. Et c'est 2 joueurs qui doivent tirer soit numéro 1, soit numéro 5. C'est ce qu'on attend d'eux. Et je pense que le numéro 1, c'est Djibril Cissé, et le numéro 5, c'est Samir Nasri, où il y a Taïwo, en fait, les leaders de l'équipe, ils vont tirer. Taïwo, il tirait en match aussi déjà. Oui, et puis Taïwo, il tirait. Et puis même Cissé, j'ai ce truc, Cissé, il les tire en pleine lucarne et ça casse le truc. Et tu t'attends. Et Ribéry, bizarrement, les tirs en but, c'était pas son truc, quoi. Il y a une fragilité du personnage. À mon avis, c'est une fragilité. C'est donc, comment on pourrait résumer son passage à l'OM? C'est très bizarre, c'est une réussite, mais pas totale, en fait. Voilà, c'est un tempérament enthousiasmant, c'est un mec qui fait plaisir parfait, à voir. mais qui n'a pas donné d'enfant. Très bonne image, pour l'instant, j'ai pas mieux. Parce que alors il est qualifié en Ligue des Champions quand même, et bizarrement, c'est là qu'il s'en va. Alors qu'il voulait jouer la Ligue des Champions, puis c'est le Bayern en plus, il joue pas la Ligue des Champions cette année-là. Donc il y a quand même un truc, c'est un peu maladroit. Voilà, ça a pas été un bon mari pour l'OM. Ça a été un bon amant, on va dire ça. Il y a eu un peu un côté relation tumultueuse, très chaude. Il y a un peu Amy Winehouse, Pete Doherty, quoi, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et puis peut-être. Dans tous les cas, je pense qu'on arrive un peu à la fin de cette émission, et donc on en profite pour remontrer encore une fois donc Franck, autoportrait imaginaire aux éditions Marabout. Vraiment, c'est un exercice littéraire qui, si vous êtes fan de foot, vaut la peine d'être lu. Et j'espère que ça va inspirer aussi des éditeurs à se dire écoutez, on peut éditer ce genre de choses. On peut vraiment, sincèrement, il y a un mérite. Il y a un mérite. Je pense que j'aurais pas eu le courage de le faire et tout, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire par contre, et je me dis que c'est le genre de choses dont on a besoin dans la culture foot. On dit souvent France c'est pas un pays de foot, pas un machin, et ça donne un côté romanesque, un mec un peu spécial qu'on a autant aimé que détesté si on avait été fan de foot, quoi. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup de dire tout ça. Je suis très touché. Non, c'est sincère vraiment, et puis merci d'avoir écrit, et puis n'hésitez pas à soutenir Gilles. Lisez de la littérature foot, ça n'existe pas beaucoup en France. Il y a plein de trucs qui sont très bien. D'ailleurs, on peut parler de comment regarder un match de foot, l'Odyssée du 10, et l'Odyssée du 10 qui était pas. Non, moi je n'ai été co-auteur que pour le premier, comment regarder un match de foot. D'accord, voilà. Mais dans tous les cas aussi, les bouquins de je sais même pas comment, cahier du foot, c'est parce que c'est c'est les cahiers du football. Ils ont pris leur autonomie.
tous les trois, mais au départ, c'est les cahiers du football, et maintenant, c'est Julien Maumont, Christophe Kechli et Raphaël Cosmidis, de grands garçons qui sont d'excellents soit journalistes, soit analystes pour Le Havre, ce que fait Julien Maumont. Donc, c'est trois types brillants, très experts. Moi, j'étais un peu le moins, j'étais même clairement le moins expert des quatre. C'était un peu la caution littéraire. C'était pas la caution littéraire, je ressemblais un peu au lecteur, c'est-à-dire celui qui va apprendre des choses grâce au livre. Donc, j'étais celui qui disait un peu sur les questions autour de la pédagogie, les transitions, les intros, le plan. J'ai travaillé sur la mise à disposition du public d'une expertise que moi, je n'avais pas. Et comme je l'avais pas, j'étais peut-être aussi bien placé pour jauger le niveau d'expertise du livre, voilà, mais Bon, dans tous les cas, ce sont des succès de livres. c'est vrai. Et C'est vrai. faites que celui-ci en devienne un également. Et j'allais dire acheter mes livres, mais les miens ne sont plus édités, je crois. C'est en vrai PDF. Non, je pense qu'il y a eu un seul tirage et il me semble qu'ils ne sont plus dispo. Mais il est en PDF, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, soutenez la culture foot en France et Football Club de Marseille, bien sûr. Merci beaucoup, Gilles. Non, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Je suis vraiment enchanté d'être venu. C'est enchantement réciproque. Parfait. Il y a un peu une petite touche ribéresque dans cette fin d'interview. Allez, ciao, à bientôt.